C'est dans l'un des amphithéâtres de la faculté des lettres de l'université de Nice, où il est professeur associé, qu'Yves Bonnefoy, poète, auteur entre autres de L'arrière-pays, publié chez Skira, de Pierre écrite et de Dans le leurre du seuil, va dialoguer ce soir avec Jean Starobinski. Jean Starobinski, qui est président désigné pour cette année-ci de la Modern Humanities Research Association de Londres, qui est aussi membre du conseil de la Fondation Ramuse à Lausanne et membre du conseil de rédaction de Diogène et de la Nouvelle Revue de Psychanalyse. Jean Starobinski est l'auteur, entre autres, de Jean-Jacques Rousseau, La transparence et l'obstacle, et de La relation critique, qui a obtenu le prix de la recherche littéraire en 1971. Fonction de l'image. Yves Bonnefoy. Fonction de l'image, oui, c'est le thème que nous avons choisi, mais encore est-il nécessaire peut-être d'indiquer dans quelle direction plus précise nous voudrions le situer. Et je crois que de ce point de vue, le plus simple, c'est que j'évoque un ouvrage dont la publication récente m'a donné pour ma part l'occasion de penser un peu à ce problème de l'image, en particulier dans les arts plastiques. Je pense au livre de Georges Dutuit qui s'appelle Représentation et présence, un livre qui recueille la plupart des essais que Dutuit avait écrits dans les années 30, et le contenu même de ces essais nous met sur la voie d'une certaine conception de l'image que pour ma part je récuse, et qui est donc pour nous peut-être d'emblée l'occasion d'une définition un peu concrète. Voici chez Dutuit de quoi il s'agit. Il déteste l'art italien, il déteste l'art grec, il considère que toutes ces traditions artistiques de l'Occident ont commis tour à tour le péché de la représentation, c'est-à-dire se sont aliénés dans une imitation, une reproduction des choses de notre monde, au lieu de se donner librement à un acte de participation entraînant les réalités de l'univers dans une sorte de fête dont l'œuvre d'art serait le centre. Et il a trouvé dans l'art byzantin, par exemple, des lieux où des évocations très schématiques et aussi très intenses, très lyriques, des choses du monde, aidaient à constituer précisément une sorte de place où on peut respirer mieux, vivre plus profondément, s'élever même, dit-il, à un acte supérieur de l'exister, qui est de participer du divin. Voilà ce qu'il oppose à notre tradition mimétique. Et il a retrouvé dans le fauvisme, assez bizarrement, une sorte de recommencement de cet art de la participation directe. Il aimait beaucoup l'œuvre de Matisse. Il avait trouvé avec joie chez Matisse cette aptitude à retenir de l'objet simplement un élément bref de couleur, de forme, qui lui permettait d'exprimer sa joie, sa souffrance d'un seul coup. Nous rions jaune, disait-il, nous voyons rouge quand nous sommes en colère. Eh bien, les réalités de ce monde doivent nous déléguer le jaune, le rouge, ou tel rythme précipité ou ralenti pour nous permettre de faire émerger de nous-mêmes notre joie, notre colère, notre souffrance. Et l'art doit donc emprunter au monde, mais non le reproduire. Et ainsi, il était, si je puis dire, une sorte d'iconoclaste, demandant à l'art qu'il cesse d'être représentatif. Mais, et là je vais m'arrêter de parler, il me semble pour ma part qu'il méconnaissait gravement une fonction essentielle de la création, qui est de retenir dans la conscience même de celui qui œuvre un souvenir du monde extérieur qui existe non pas simplement pour devenir matériau de la création, mais en lui-même, en tant que lieu d'existence possible pour nous tous dans une société, en tant que forme du réel qui peut nous servir de lieu ou de référence dans une vie plus plénière.
Il me semble qu'il y a dans notre tradition occidentale une longue tradition qui définit dans l'expérience artistique le lieu d'une certaine représentation où le réel est élaboré, approfondi, prend une figure plus riche. Et cette dimension-là, représentative, je l'appelle l'image. En somme, Dutuy, n'est-ce pas, avait repris la vieille querelle de certains byzantins contre la représentation dans l'art. Il était iconoclaste, et est-ce que nous avons le droit de l'être? Est-ce qu'il est naturel de détruire toute possibilité de représenter? Voilà une question qui me semble mériter d'être débattue. Jean Starobinski. Oui, il me semble que la thèse de Dutuy est tout à l'avantage du surgissement, de l'apparaître dans son bon surprenant, dans le frisson aussi qui nous est communiqué par l'apparaître, alors que l'apparence stabilisée, l'apparence déjà constituée et objet d'une simple imitation, est pour lui quelque chose où prévaut finalement dans l'art le substitut, la lieutenance d'une image qui tient place de quelque chose de plus grand et d'ontologiquement plus fort. La querelle de Dutuy est au fond une querelle malgré tout platonicienne, où ce qui est accusé, c'est ce qui est ontologiquement moins fort, ce qui est ontologiquement dégradé, ce qui est le supplément, au sens où Rousseau emploie ce terme, ce qui tient lieu de la présence. Sauf que Yves Bonnefoy Dutuy serait sans doute défini lui aussi contre Platon, parce qu'il aurait volontiers pensé qu'un intelligible, une conception du suprêmement réel ramené à un essentialisme cautionne précisément cette peinture italienne, par exemple, qu'il détestait. Mais ceci étant, c'est bien au-delà de Dutuy, sans doute, que le problème de l'image se pose. Et la dernière référence que, pour ma part, j'aimerais faire à cette pensée, c'est qu'au fond, détruire, comme il le fait, l'idée de la médiation implique que nous sommes capables de sortir de la médiation, que nous sommes capables d'exister dans une immédiateté qui ferait surgir le monde dans son être le plus profond, à volonté et dans l'instant, alors qu'il est bien évident, à mon sens, que nous sommes des êtres médiates, pour qui la médiation est un fait, un lieu, et n'est-il pas vrai que l'art, du coup, doit en tenir compte? Jean Starobinski. Oui, je crois, si j'interroge l'étymologie du mot « image », et je m'adresse pour cela à l'admirable livre d'Ernoult et Meillet, qui est le dictionnaire étymologique de la langue latine, je m'aperçois que « imago », qui veut dire image avec tous les sens du mot français, mais par la suite représentation, portrait, fantôme, fantôme d'un défunt, apparence par opposition à la réalité, que ce mot imago, on peut le référer à un verbe à radical im, qu'on ne connaît pas, dont il serait dérivé comme vorago est dérivé de voro, et de ce verbe existe le fréquentatif imitor, et cela me paraît très riche d'enseignements, que ce soit précisément un fréquentatif, et qu'imiter, c'est répéter le geste d'imiter, c'est répéter un geste de redoublement. Et l'image serait essentiellement le redoublement de quelque chose de préexistant. Mais à côté du concept ou de la notion d'image, il y a celle de figure, et qui, elle, nous fait remonter à un acte créateur décisif, fingeré, qui est l'acte du potier, qui est l'acte du pétrisseur, qui donne forme à quelque chose par une décision où finalement son énergie intérieure se manifeste. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas second, qui n'est pas astreint à la fidélité à l'égard d'un modèle, mais qui pose
l'être dans un geste créateur, dans un geste premier. Yves Bonnefoy. Il me semble, en vous écoutant, que ces deux notions, celle d'image et celle de figure, rapportées comme vous l'avez fait à leur sens étymologique, dégagent tout de suite deux dimensions de l'acte de création dans les arts plastiques. Vous avez parlé, en somme, d'un acte de reproduction, de réduplication de l'objet réel, et d'autre part d'un acte de rassemblement, d'un acte plasmateur, par lequel le matériau de la création forme un tout. Or, je vois que, par exemple, dans la pensée platonicienne de la création artistique, il met en garde à chaque instant l'artiste contre l'illusionnisme, le faux-semblant, qui laisse trop grossièrement le spectateur en tête-à-tête avec un objet emprunté au monde extérieur, et il recommande de s'élever à la prise de conscience de la convenance réciproque des parties dans l'œuvre, à l'idée de l'harmonie qui régit les rapports entre réalités par vocation profonde intelligible. Alors, d'une part, il met lui-même en évidence dans la création artistique cet élément mimétique, n'est-ce pas, cet élément de reproduction, et d'autre part, avec cette idée de convenance, il accomplit à sa manière spirituelle l'équivalent de l'acte du potier, donnant forme unitaire à la création comme telle à partir de son matériau, qui dans ce cas est donc l'élément mimétique, n'est-ce pas ? C'est ça. Ce rassemblement a quelque chose de profondément matériel à l'origine. Si je reste encore pour un instant proche de l'étymologie et de ce que nous dit le dictionnaire d'Ernoult et Meillet, je trouve ceci. Le sens propre de la racine, fingere, fingo, est façonner de la terre. Ce travail de la terre aboutit à faire un tas, un mur de terre ou de la poterie. Donc il y a quelque chose qui est travail des mains, travail de la forme au contact du geste humain. Oui, alors si je peux me permettre une toute petite parenthèse, il est bien évident que dans tous les grands arts platoniciens, disons à la Renaissance italienne, ou alors dans le purisme au XXe siècle, il y a une sympathie instinctive pour les formes simples et pures produites par le potier. Cette création de l'artisanat rejoint d'un bond les formes les plus hautes de la spéculation intellectuelle et brûle le niveau, bien sûr, de l'illusionnisme, de l'élément narratif qui abonde dans la peinture italienne, disons, de deuxième zone, au XVe siècle en particulier. Oui, et ici je pense à cette accusation de l'imitation qui se poursuit tout au long de la tradition occidentale et qui prend un accent très particulier à l'époque néoclassique, à l'aube de la modernité. Si je pense à Winckelmann, mais aussi à bien d'autres théoriciens de la même époque, ou à certains essais de Goethe, comme ce très bel essai qui s'intitule « Simple imitation, manière, style », ce que l'on condamne, c'est la reproduction telle qu'elle de la nature environnante. On en accuse des gens comme Dürer qui reproduisent des mottes de terre et des brins d'herbe. Je crois que c'est une accusation bien injuste, n'est-ce pas ? Mais l'art du paysage lui-même n'échappe pas à cette condamnation. C'est de la simple imitation qui ne s'élève pas assez haut. Et d'un autre côté, on voit un autre péché possible que l'on condamne également. C'est la pure manifestation du talent personnel, de l'agilité propre de la main de l'artiste qui sait donner forme inventivement, imaginativement à un monde qui lui est propre. C'est la manière, la maniera des Italiens, celle où s'exprime le particulier d'un individu, le génie particulier d'un individu, et où la nature est perdue, où le monde est perdu. Et dans l'entre-deux, Goethe voit le domaine de ce qu'il appelle le style et qui caractérise le grand art, qui n'oublie pas la nature et le monde, mais le transfigure, et dans lequel s'imprime également la personnalité de l'artiste qui aperçoit la nature.
Il y a là quelque chose comme un équilibre entre l'excès d'objectivité et l'excès de subjectivité, tous deux condamnables, mais ceci aboutit quelquefois à des formes un peu froides, à une élégance à la fois irréelle et insuffisamment pure. Yves Bonnefoy. Vous parlez de cette pureté inhumaine que vise Winckelmann dans sa théorie de l'art néoclassique. Et tout à l'heure, je parlais du refus platonicien de l'illusionnisme. Mais il faut bien se rendre compte, en somme, que l'image telle qu'elle s'établit dans l'art grec est en somme menacée à sa gauche et à sa droite, disons à deux niveaux aussi bien. Il y a deux dangers pour elle. D'une part, celui de tomber dans l'imitation vulgaire de l'objet et de donner à l'amateur d'image le plaisir facile de simplement retrouver le monde ordinaire. Mais d'autre part, elle peut viser trop haut. C'est-à-dire dans cette poursuite de la convenance des parties et des rapports harmonieux, concevoir un intelligible si profondément transcendant qu'il rompt ses liens avec toute possibilité de représentation concrète. Il n'y a plus d'incarnation. Il n'y a plus aucune incarnation. À nouveau, dans la Renaissance italienne, on sent bien que le nombre devenant musique, grâce à la perspective, dans certaines représentations, a son lieu naturel au-delà du visible, si bien que la peinture se nie elle-même. Heureusement, les Italiens de la Renaissance n'étaient pas trop des philosophes, tandis que chez Winckelmann, il me semble que c'est quand même la philosophie, la réflexion métaphysique qui domine sur la pratique de l'art. Non, il y a quelque chose qui peut être insuffisant si on l'entend comme directive pour le créateur dans sa pensée, devient au contraire impressionnant comme démarche philosophique si on le rabat sur le plan de la connaissance intérieure du monde et se découvre, disons plotinien, n'est-ce pas, dans un rapport avec l'un, au-delà de l'être, qui est riche, vrai, et profondément ancien dans notre tradition occidentale. Jean Starobinski. Ce qui est curieux chez Winckelmann et chez nombre de théoriciens néoclassiques, c'est la façon farouche dont ils récusent un art sensuel, un art de la couleur, un art qu'ils estiment trop épidermique, trop voué au plaisir fugitif. Avec cela, ils renvoient à la fois Boucher, Fragonard et Chardin, et bien d'autres peintres encore, Rubens certainement aussi, pour vouer le peintre à une poursuite d'archétypes qui soient tout ensemble les archétypes de la pureté mentale et ceux de la liberté morale. C'est ce qui fait que les artistes de la Révolution ont pu adopter cette idéologie ou cette esthétique et créer cet art que Baudelaire admirait, qu'il considérait comme un art amer et despotique comme la Révolution française. Mais cela donne finalement un art de l'emblème intellectuel beaucoup plus qu'un art de la présence charnelle et de la présence incarnée des objets et des êtres. Yves Bonnefoy. Oui, le problème, c'est que peut-être pour vivre d'une manière satisfaisante cet élément intelligible dans la création plastique, il ne faut pas perdre le contact avec la réalité naturelle, du sein de laquelle peuvent remonter les formes sensibles, nourricières d'une pensée vraie, de l'essence. L'art néoclassique s'est produit dans une société obsédée de problèmes sociaux, de la redéfinition des rapports réciproques, des fonctions sociales, et sans ce contact nourricier avec la terre. Pour reprendre cette notion de l'image qui nous occupe aujourd'hui, il me semble qu'il faut introduire une notion qui me paraît indispensable pour justement réintroduire la terre, et qui est celle du sacré.
Il y a des sociétés nombreuses, dites primitives, il y en a encore quelques-unes sur la surface de la Terre, dans lesquelles existe pour la conscience un ordre unifiant au sein duquel chaque réalité perçue s'explique par une essence articulable à toutes les autres essences du monde, si bien que toute expérience praticable s'inscrit d'avance dans le réseau d'un sens totalisant et unitaire. Dans ces conditions, comme il n'y a pas d'alternative pour l'esprit dans la pratique des choses, bien que ce réseau des sens soit une sémantique, un ensemble de signifiants, quelque chose, disons, de verbal, en fait, il apparaît comme la Terre même, puisque c'est à travers lui, et lui seul, que la Terre est approchable. Et dans cet ensemble notionnel, la Terre, malgré tout, respire avec une présence, une intensité, comme ce n'est plus possible pour nous. Alors, dans un monde de cette sorte, chaque fois que l'artiste, si on peut employer ce mot, se tourne vers une expérience pour la signifier, il rencontre du sens. Il rencontre, disons, des symboles qui peuvent s'articuler pour donner de l'objet une présence signifiante qui n'emploie rien de l'apparence visible de l'objet. L'apparence, comme nous la connaissons, cet élément matériel, ce grain des choses, cette couleur, cette qualité formelle, n'apparaît que dans la mesure où il y a des brèches dans ce réseau du sens. Et elle apparaît comme l'impensé même, n'est-ce pas, de la Terre qui ressort, mais qui aussi bien se sépare du sens. Et à ce moment-là commence pour moi le lieu de l'image. Oui, je dirais que dans ces systèmes mythiques ou ces systèmes sacrés que vous évoquez, le monde fait l'objet d'une interprétation telle qu'il est intégralement interprété. Il fait partie d'un discours intégral et il n'y a pas de résidu ininterprété. Or, peut-être à partir de Socrate, peut-être à partir des Grecs, mais en tout cas pour nous aujourd'hui, il n'est pas concevable qu'une interprétation du monde soit une interprétation sans résidu, sauf chez ceux qui ont besoin de retomber dans une forme ou une autre de foi incontestable. Mais je crois que ce qui marque l'âge moderne, c'est que toute interprétation est une interprétation partielle qui laisse un résidu ininterprété, qui appelle un nouveau langage interprétatif. Et il me semble que ça se discerne, ça peut se discerner également dans le domaine des arts. C'est vrai même pour ceux qui ont, comme vous disiez, une foi, car la foi n'existe aujourd'hui qu'à la condition de se retirer de l'extériorité et de s'établir en profondeur comme une expérience inentamable par rien qui vienne du monde matériel, du monde des phénomènes. Mais l'image, dans son origine, se situe peut-être à ce moment que vous évoquiez tout à l'heure, où, en fait, chez les Grecs, le monde matériel, dans sa nécessité, dans son objectivité, se révèle comme excédentaire par rapport à un réseau du sens. Du coup, le monde apparaît, produit de l'apparence, et cette apparence coïncide précisément avec de l'impensé, avec quelque chose qui rompt d'emblée l'unité. Alors, mon idée, c'est que l'art grec, comme tel, est la première grande production d'images dans le monde de l'art, dans la mesure où, obligé à vivre au sein de l'apparence, et, disons en peinture, au sein de la représentation, l'artiste grec tend, par nostalgie, à recréer métaphoriquement, vicairement, en somme, cette unité qui ne peut plus vivre dans l'existence ordinaire. Et l'image, eh bien, c'est la tentative de recomposer en rêve, en somme, avec l'aide de l'apparence, ce qui autrefois était unité, dans un réseau intelligible qui, lui, d'emblée récusait l'idée même de l'apparence, voyez-vous. Oui, à la fois une tentative de récupération de ce qui était harmonie,
et d'autre part un jeu avec la superfluité même de l'image. Vous faisiez allusion tout à l'heure à l'illusionnisme de l'art grec, à ces raisins que les oiseaux prennent pour de vrais raisins, à ces voiles qu'on a envie de soulever, à ces rideaux qui ont l'air d'être de vrais rideaux, bref, au trompe-l'œil. Et dans l'art grec et dans les attitudes déjà de l'homme antique, il y a un certain jeu avec l'apparence, avec le faux semblant, le sentiment peut-être d'un allègement de l'existence qui coexiste avec la tentative de récupérer un monde sacré. Il y a une ambiguïté qui me paraît très profonde et qu'on retrouve dans les poèmes joueurs de la Renaissance italienne, jusque chez le Tasse, quelque chose qui est tout ensemble illusion et nostalgie d'une plénitude. L'illusion, c'est le spectacle d'opéra. Et le spectacle d'opéra peut devenir à un certain moment, mystérieusement, une sorte de grand acte sacrificiel, quelque chose comme un sacré vicariant, un sacré à la place du sacré perdu. Il est bien évident que si on accepte l'hypothèse qui définit l'image, au moins dans certains de ses aspects, comme une recomposition vicaire de l'unité au sein de l'apparence, s'institue la possibilité d'une histoire de l'image au sein de l'histoire de l'art et qui en suivrait les hauts et les bas, les moments de sérieux et les moments frivoles. On pourrait écrire une histoire de l'image dans les arts plastiques et avec cette clé, justement, l'opéra italien, par exemple, même aussi certaines œuvres de philosophie, dans la mesure où elles sont de grandes images du monde. L'unité recomposée avec des notions, mais en images. Quoi d'autre encore? Peut-être même certaines formes d'architecture qui tendent à proposer des figures harmonieuses pour la cité. Tout cela apparaîtrait comme des moments dans cette poursuite malheureuse toujours, et toujours recommencer par conséquent du sacré, là où il ne peut pas avoir sa place. D'ailleurs, pour tout dire, image et utopie finissent par coïncider, par s'identifier dans cette perspective. Recommencer l'image comme amélioration possible d'une figure de l'unité dans l'apparence, c'est-à-dire dans ce qui échappe à notre connaissance unifiante, c'est un peu accomplir l'acte de l'utopiste qui propose une unification du geste et de la pensée socialement. Je vous rappelle que c'est dans le cadre d'un amphithéâtre de la Faculté des Lettres de l'Université de Nice, qui nous offre ce soir l'hospitalité, qu'a été enregistré le dialogue que vous écoutez et qui réunit le poète Yves Bonnefoy, qui est aussi professeur associé à l'Université de Nice, et l'écrivain Jean Starobinski sur le thème « Fonction de l'image ». Jean Starobinski. Est-ce qu'à un certain moment, cette utopie n'est pas une utopie de la connaissance, c'est-à-dire du redoublement du monde dans l'image que nous en prenons? Le premier germe, très symboliquement, que j'en prendrai, c'est cette image qu'on trouve chez Martial, qu'on retrouve chez André Chénier, de la fourmi ou de la mouche captive de la goutte d'ambre, et qui a l'air de vivre, et que l'on peut dès lors collectionner, garder pour soi et garder pour la connaissance. Bientôt viendront les grands répertoires, les grands herbiers, les grands répertoires des espèces animales. Le siècle des Lumières, c'est le siècle de l'inventaire de la nature, et ces inventaires sont des inventaires imagés qui prolongent d'une certaine façon les inventaires du Moyen-Âge. L'image vient se déposer ainsi dans le grand livre du savoir. L'image est ainsi pétrifiée ou immobilisée pour la connaissance. Il y aurait là tout un royaume de l'image dont il faut peut-être parler. Elle garde ses pouvoirs poétiques, parce que ce qui au début semble être de la science, disons l'effort d'inventaire des grands naturalistes, au bout de quelque temps se révèle poésie, en ce sens que, reconstituant le monde au sein d'une image, cette image finit par jouer sa fonction d'image, qui est de proposer un monde unitaire, par conséquent supérieur à notre monde. La science du passé, eh bien, par opposition à la profondeur inexplorée de l'univers,
c'est un monde clos, un monde cohérent et suffisant. Et dans ces conditions, c'est un sacré qu'on n'a pas vécu, qu'on n'a pas eu la chance de vivre au moment où il se produisait, qui était sans doute inhabitable, mais qui finit par se révéler comme tel et du coup devenir œuvre d'art. C'est pour ça que nous nous retournons vers Buffon, je suppose, par exemple, même pour le lire, comme on pourrait le faire vers un poète. Injustement, sans doute, pour toute une bonne part de son effort. Je pense à ces livres encyclopédiques du XVIIIe siècle qui comportent souvent tant de cartes ou tant d'images de fruits et d'animaux exotiques. Et je pense aussitôt à ce vers de Baudelaire, pour l'enfant amoureux de cartes et d'estampes. C'est un monde du sacré qui est un monde d'images et qui représente un passé plus profond même que celui que figurent les cartes et les estampes. Oui, et en fait, dans la poésie française, au XIXe siècle, à l'origine de beaucoup de poètes, on trouve justement cette rêverie devant, très spécifiquement, des images. Pas devant l'œuvre d'art comme telle, avec, disons, sa qualité plastique, ses rythmes, etc., mais devant des images, c'est-à-dire le contenu transitif de l'œuvre, son pouvoir de référer à un monde autre que l'on peut rêver librement comme supérieur. Vous citiez Baudelaire, on peut citer aussi bien Rimbaud, quand il écrit dans un des poèmes des Illuminations, dans la grande maison de vitres encore ruisselante, les enfants en deuil regardèrent les merveilleuses images. Il est là dans sa ville, Charleville, monde étroit, étouffant pour lui, et l'image est la fenêtre, non pas sur le dehors physique, mais sur un lieu transcendant où il peut s'imaginer vivant mieux, changeant ses rapports avec les autres, bénéficiant d'une vie changée. Lautréamont aussi, je crois, on pourrait trouver dans les Chants de Maldoror les traces de cette expérience première des images. Peut-être cela tient-il en particulier à cette ambiguïté extraordinaire et fugitive du XIXe siècle, par laquelle des représentations qui pour nous aujourd'hui existeraient comme photographies étaient produites dans les magazines par la gravure sur bois, hâtivement exécutée, mais avec donc malgré tout un caractère de style personnel s'ajoutant à l'objectivité du monde pour produire quelque chose qui a à la fois l'air d'être réellement existant ailleurs et en même temps le produit d'une conscience d'homme. Et je suis frappé par le fait que ce sont des enfants en deuil qui regardent les merveilleuses images. Et si je poursuis un peu cette interprétation, peut-être aventureusement, une interprétation de cette phrase de Rimbaud, je me demande si l'image n'apparaît pas très précisément pour masquer, couvrir le vide d'une absence, si l'image n'est pas comme tenant lieu d'une présence perdue, mais d'autant plus précieuse qu'elle tient lieu d'une présence perdue. Et ceci me fait penser cette fois à un autre poème, c'est Le Cygne de Baudelaire, où apparaît Andromaque, mais Andromaque en Épire, ayant épousé Hélénus, et reconstituant autour de la ville où elle réside le paysage de Troie, le faux Simoïs, les portes C. C'est le passage de Virgile auquel je pense maintenant, mais auquel Baudelaire pensait quand il a écrit Le Cygne, auquel je fais allusion. Il y a donc dans l'exil la privation, la frustration, le manque, la nécessité presque impérieuse de recréer ce qui a été perdu, dans refaçonner l'image, de recréer même tout un paysage, les portes de la ville de Troie, le tombeau d'Hector, ce qui fait qu'Andromaque, dans Le Cygne, apparaît à un certain moment comme auprès d'un tombeau vide, en extase, courbé. Le tombeau vide est là pour masquer une absence, mais en son centre même, il y a encore une absence. Il couvre le vide, il dissimule le vide de ce qui a été perdu, mais il ne peut pas le dissimuler de façon complète, définitive. Il contient le vide encore en lui-même. Yves Bonnefoy. Les enfants sont en deuil parce qu'ils ont perdu le sacré, ils ont perdu l'unité. Ils sont en deuil de l'ordre, exactement comme ailleurs dans la poésie de Rimbaud, il sera question de rendre à l'homme son état primitif de fils du soleil. Et l'image
répare cette perte par la proposition d'un ordre fictif. Mais évidemment, c'est une absence. Le sacré signifié est un sacré impossible, un sacré inactuel. Et effectivement, c'est, je crois, l'expérience que signifie Baudelaire dans le cygne. Le tombeau vide, eh bien, c'est l'image comme telle, on pourrait le dire, d'autant plus que dans le même poème, vous vous rappelez, et je crois même dans la strophe qui précède, il dit, comment dit-il cela? Ainsi devant le Louvre, une image m'opprime, je pense à mon grand cygne, avec ses gestes fous. Tous ces mots sont très riches. D'abord, il dit que tout devient allégorie dans Paris, et quelle est l'allégorie possible que l'on peut obtenir avec le Louvre, sinon le lieu des images? C'est le musée, non, pour lui déjà. Et dans ces conditions, eh bien, le tombeau vide, pour Baudelaire, je crois, c'est l'image comme telle, succédant dans le destin d'Andromaque à l'actualité du sacré, substitut du sacré, extase de l'art comme substitut de l'immanence de l'homme à un ordre sacré vécu. Andromaque, je pense à vous. Ce petit fleuve, pauvre et triste miroir où jadis resplendit l'immense majesté de vos douleurs de veuve, ce Simoïs menteur qui par vos pleurs grandit, a fécondé soudain ma mémoire fertile, comme je traversais le nouveau carrousel. Le vieux Paris n'est plus. La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Je ne vois qu'en esprit tout ce camp de baraques, ces tas de chapiteaux ébauchés et de fûts, les herbes, les gros blocs verdis par l'eau des flaques, et brillant au carreau, le bric-à-brac confus. Ce poème, d'ailleurs, est très singulier par la succession des temps en recul par rapport au présent qu'évoque Baudelaire. Il y a un présent qui est celui du Nouveau Louvre, il y a un temps passé naguère, qui est celui où Baudelaire a aperçu le cygne échappé de la cage de sa ménagerie, et la vision du cygne a rappelé celle d'Andromaque, de sorte que nous avons une profondeur temporelle qui s'approfondit encore du regret d'Andromaque pour la patrie perdue. Donc de proche en proche, des images s'appellent, dont la dernière est celle de la cité ruinée, la cité conquise. Là, je vis un matin, à l'heure où sous les cieux clairs et froids le travail s'éveille, où la voirie pousse un sombre ouragan dans l'air silencieux, un cygne qui s'était évadé de sa cage, et de ses pieds palmés frottant le pavé sec, sur le sol raboteux traînait son blanc plumage. Près d'un ruisseau sans eau, la bête, ouvrant le bec, baignait nerveusement ses ailes dans la poudre, et disait, le cœur plein de son beau lac natal, « Oh, quand donc pleuvras-tu, quand tonneras-tu, foudre ?» Je vois ce malheureux, mythe étrange et fatal, vers le ciel quelquefois comme l'homme d'Ovide, vers le ciel ironique et cruellement bleu, sur son cou convulsif tendant sa tête à vide, comme s'il adressait des reproches à Dieu. Et une chose qui apparaît aussi dans ce poème, et qui est une des grandes ambiguïtés de l'image dans son destin historique, c'est que Baudelaire la refuse. Il n'en est pas heureux. Que fait-il? Il considère d'abord le cygne dans sa fonction symbolique, et ensuite il le retrouve en tant que présence nue d'autrui, dans son être, dans sa souffrance d'individu.
pour un rapport avec lui qui transcende toute médiation d'image aussi profondément que la charité, disons, dans la tradition chrétienne, peut transcender toute définition individuelle. Et il dit aussi, je le rappelais tout à l'heure, une image m'opprime, comme si l'être même de l'image qui nous propose le sacré à l'état virtuel était aussi pour nous une contrainte autant qu'une libération. Et il est bien évident que dans la mesure où l'image coordonne les réalités de l'apparence et de l'apparence comme telle, elle ne peut le faire qu'en empruntant à l'apparence et simplement à l'apparence, si bien qu'elle censure, refoule toutes les réalités du sentiment, les réalités intérieures, celles qui peuvent nous unir aux autres êtres. Le sacré que propose Poussin dans Les Cendres de Phocion est fait avec des nombres qui s'appuient sur la dimension purement spatiale. Il ne connaît pas l'amour, il ne connaît pas les relations irrationnelles qui peuvent naître de nos instincts. Donc cette unité qui se fait dans l'image est aussi une tyrannie qui s'exerce contre nos besoins spirituels les plus intérieurs. L'image, en effet, nous opprime autant qu'elle nous libère, et cela montre bien qu'elle doit avoir une histoire. Elle ne peut être qu'historique, elle est toujours en train de se refuser elle-même, de se chercher en avant de soi. Oui, mais là, peut-être une touche d'interprétation psychanalytique ou de couleur psychanalytique peut intervenir, car dans la profondeur de ce poème de Baudelaire, la figure dressée comme l'image la plus émouvante, c'est la figure de la mère, et de la mère séparée de l'époux et séparée également du fils, ayant tout perdu. Et il y a cette imagination d'un fleuve de larmes venant abreuver le cœur du poète, venant abreuver le poète. C'est une situation que Baudelaire se plaît à imaginer, cette communion à travers les larmes, et c'est là qu'on trouve cette pitié ou cette compassion dont vous parliez tout à l'heure à propos de l'apparition pathétique du cygne sur le fond de l'ouragan sombre de la ville. Et peut-être même pourrait-on dire que ce poème est implicitement une critique d'un peintre que Baudelaire pensait admirer sans réserve, c'est-à-dire Delacroix. Car ce qui est outrepassé dans cette expérience du cygne à deux niveaux, c'est un niveau de rêve vécu comme tel et assumé jusqu'au bout comme tel dans un égocentrisme artistique absolu, comme précisément Delacroix l'a revendiqué. Et peut-être là, Baudelaire avoue-t-il que sa poétique ne coïncide pas avec celle du peintre, ni même avec ce qu'il appelait son culte des images. Au début, j'aurais pu aussi donner comme grande référence à cette définition du mot image, la phrase fameuse, le culte des images, ma grande, mon unique, ma primitive passion. Il s'agit bien pour Baudelaire, dans cette phrase, des images comme telles, c'est-à-dire de ce qui, dans les œuvres, nous permet de rêver à un monde supérieur. Mais plus profondément, dans Baudelaire, celui qui cherche une poétique moderne à partir des débris du christianisme, c'est aussi celui qui se refuse à l'image, car son culte à lui, eh bien, c'est le culte de cet être abandonné, le cygne, sans figure. Paris change, mais rien dans ma mélancolie n'a bougé. Palais neuf, échafaudage, bloc, vieux faubourg, tout pour moi devient allégorie, et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs. Aussi devant ce Louvre, une image m'opprime. Je pense à mon grand cygne, avec ses gestes fous, comme les exilés, ridicules et sublimes, et rongés d'un désir sans trêve. Et puis à vous, Andromaque, des bras d'un grand époux tombé, vil bétail, sous la main du superbe Pyrrhus, auprès d'un tombeau vide en extase courbé, veuve d'Hector, hélas, et femme d'Hélénus.
Jean Starobinski. Il me semble que ce sentiment de la distance, et d'une distance désormais irréparable à l'égard d'un monde harmonieux qui est aussi le monde de l'image, est décelable chez d'autres très grands poètes du XIXe siècle. Je pense à l'Ode à une urne grecque de Keats, qui est description d'un objet, description par les mots bien sûr, d'un objet sur lequel se déroule une procession et une bacchanale. Il y a à la fois extase sensuelle et cérémonial religieux, décrite sur cette urne, mais tout cela dans une distance où tout est devenu mental, tout est immobilisé dans l'intemporalité ou dans la distance, et le poète est désormais celui qui ne peut plus que constater l'espace qui le sépare. Tout est désormais séparé par une espèce de grande lame vitrée de temps et d'absence. C'est le chant de la beauté, mais c'est le chant de l'absence aussi. Yves Bonnefoy. Oui, évidemment, cette absence demande à être comblée, d'où des dangers pour la création des images. On peut être tenté de la combler moins avec une expérience recommencée de l'être sensible à travers l'apparence qu'avec des idées préconçues et de la théorie portant sur la vie comme telle. Apparaît du coup au sein de l'image non plus l'immédiateté symbolique qui monte des profondeurs de la terre, mais l'allégorie qui tend à emplir son espace d'un sens défini de façon préalable. Alors là, du coup, peut-être justement, oui, à l'époque de la Révolution française... Dans les emblèmes de la Révolution, il y a trop de sens intellectuel pour une substance imagée très pauvre. Finalement, on aboutit à une sorte d'hiéroglyphe de la pensée, de signe de reconnaissance d'une appartenance politique, par exemple, où on aboutit à la forme d'art qui peut convenir à une forme ou une autre de propagande politique. À ce moment-là, il s'agit simplement de faire porter par le minimum de signes avec le maximum d'économie, le plus d'intention ou de projection d'avenir possible. L'allégorie est une des maladies possibles de l'image. Et au fond, toute l'espérance associée par l'art à l'image repose sur le sentiment, on peut peut-être dire sur l'intuition, que cette apparence qui ne nous donne qu'une surface de l'être, et en particulier de l'être de l'homme, est malgré tout capable de répondre à un regard pénétrant par des informations profondes sur notre réalité d'être au monde, autrement dit, de combattre l'allégorisme immanent à notre pensée par la révélation de symboles profonds qui constituent comme l'économie dernière, l'architectonique dernière du réel, le grand art étant celui qui, dans l'horizon de l'image, s'ouvre à ce que Dutuit appelait, dans un autre contexte d'ailleurs, les basses profondes de l'univers, n'est-ce pas ? Les grandes sonorités spirituelles qui assurent les grandes dimensions de notre vie. L'apparence révélatrice de l'être aboutirait ainsi, qui sait, à une sorte d'image absolue qui serait notre lieu. Oui, là, sur ce point, Goethe a donné déjà quelques définitions qui sont très belles, disant en substance, dans l'allégorie, l'image est présente, mais elle est présente pour désigner une réalité mentale ou une pensée pour laquelle elle s'abolit, elle s'efface. L'image cesse d'être pour ne laisser subsister que sa signification, sa traduction intellectuelle. Tandis que dans le symbole, le sens et l'image continuent d'exister, coexistent dans un mariage, dans une unité, dans une union qui ne peut pas être dissoute.
Goethe avait tout à fait le sens des grands symboles fondamentaux. Oui. Mais en même temps, il est intéressant de voir qu'il a peut-être puisé cette expérience des grands symboles à une pratique de l'art italien, à une pratique du XVIIe siècle, des villes dans leur architecture, sur les collines. A-t-il connu Poussin, par exemple? Dans ses dessins d'Italie, on a l'impression qu'il est très proche des grands artistes du XVIIe siècle. C'est possible, je n'oserais le dire. Oui, il a en tout cas appris à travers les paysages de la campagne romaine ce que Poussin ou Claude avaient eux-mêmes appris, c'est-à-dire la possibilité d'une identification de l'image dans ses nostalgies et ses propositions de sacré avec une terre vraie, ayant son herbe, ses rochers, son atmosphère, sa lumière, etc. Et ça, c'est évidemment le meilleur, n'est-ce pas? C'est le plus grand art. Bien sûr, ça va de soi, l'image dans l'art, pour moi, c'est beaucoup, ça répond à une fonction essentielle. Et j'aurais tendance à aimer dans le XVIIe siècle l'italien, depuis Carache jusqu'à Poussin, Claude, le moment où, dans l'histoire de la peinture, l'image a fleuri dans sa finalité propre, avec le plus de richesse sensible. Alors, du coup, dans l'histoire de l'image, il faudrait ensuite constater un déclin. Oui. Ici, j'aimerais peut-être me référer à ce que les psychologues disent aujourd'hui de l'activité imageante. Et cela à partir de ces expériences que certains connaissent, dont certains ont entendu parler, de privation sensorielle. Mettez un individu hors de tout apport sensoriel, les yeux clos, peut-être même dans une piscine tiède, sans qu'aucune sensation parvienne à lui, ou dans un état de stabilité sensorielle qui équivaut à une sorte de mort ou de quasi-mort du milieu par rapport à lui, eh bien, apparemment, à partir d'un certain moment de cette privation sensorielle, de cette désafférentation, la conscience, l'esprit se met à produire des images sur un mode quasi-hallucinatoire. Autrement dit, l'absence du monde autour de l'individu fait l'objet d'une espèce de contre-attaque ou de riposte de l'individu vivant sous la forme de production d'images comme rêvées. L'image représentant au niveau élémentaire, elle n'est pas création de la main d'un artiste, mais elle est création mentale, et elle est là pour constituer un monde, pour que l'être ne soit pas laissé seul dans son existence organique, dans sa déréliction d'individus séparés, dans sa détermination isolée. Donc l'image, à ce niveau si fruste, a une fonction de survie, semble-t-il, n'est-ce pas, indépendamment même de la charge de sens qu'elle pourrait avoir. C'est une belle récusation empirique de l'art abstrait. L'homme ne peut pas vivre sans une sorte de monde ou un environnement avec lequel il se met spontanément en dialogue. Il est évident que lorsque nous sommes dans le monde qui est le nôtre, il y a un malaise qui, à maintes reprises, survient dans notre relation au monde et que nous réparons, nous tentons de réparer par la constitution d'images ou par la modification que nous imprimons au monde environnant quand nous en avons le pouvoir. Et alors nous pouvons en changer le paysage, peut-être. Je pense à l'architecture qui est encore la figure, n'est-ce pas? L'architecture est figure du monde, ou s'ajoute à la figure du monde. Et elle est image dans le sens où l'homme est plasmateur et démiurge, constitue des images qui ne sont pas simplement répétitions, mais qui sont le prolongement de son propre univers, qui sont le perfectionnement possible, ou bien souvent aussi l'enlaidissement de son univers. Ceci étant, on voit bien aujourd'hui que pour qu'il y ait des images, il faut qu'il y ait un minimum de sens, de l'ordre sacré, et un minimum de croyance dans la possibilité d'organiser cet ordre et de lui trouver du sens. Et l'art contemporain a malgré tout un de ses caractères dominants dans le pessimisme, si je puis dire, devant l'image, le renoncement aux images, la parcellisation de l'image,
le fait que, par exemple, dans l'œuvre de Beckett, cet exemple parmi d'autres, tout le travail du créateur tend à pulvériser ce qui pourrait prendre forme et constituer un horizon signifiant et satisfaisant. Beaucoup d'artistes ou créateurs de notre temps semblent identifier l'art à la négation, à la dénonciation de l'image comme inauthenticité. C'est qu'ils ont pris le parti non pas de réparer le mal dont nous souffrons, mais de le dénoncer en l'aggravant. Oui. En l'aggravant. Reste à savoir si cette dénonciation peut continuer trop longtemps sans précisément nous priver de la mémoire, de la raison pour laquelle elle existe comme telle. Et je voudrais que les images reviennent dans l'art, et je souhaite qu'elles le fassent. Fonction de l'image, c'était le thème du dialogue enregistré dans le cadre d'un amphithéâtre de l'université de Nice qui réunissait Yves Bonnefoy et Jean Starobinski. Nous allons maintenant nous tourner vers le public, composé en majorité d'étudiants, bien sûr, et lui demander s'il a quelques questions à poser à nos deux invités de ce soir. Je vais naturellement intervenir sur la partie proprement littéraire et sur le chapitre de la poésie que vous avez abordé. Vous avez parlé du pouvoir de représentation de l'image, mais peut-être faudrait-il ajouter celui de présentation, tout simplement. Vous avez parlé des images créées par l'enfance, des images à partir de rien, et je pense qu'il serait peut-être utile de réintroduire un objet peut-être oublié de nos jours, le kaléidoscope. Ce petit appareil que fabriquent les enfants, qui introduisent des morceaux d'une réalité décomposée, des morceaux colorés, et qu'ils réorganisent ensuite par leur imagination, donc leur fonction créatrice d'image, et à partir duquel ils composent un monde merveilleux qui est leur univers. Ou bien, pour prendre un exemple purement littéraire, la création que fait Proust sur un bouton de porte, c'est-à-dire sur presque rien, ce monde qu'il imagine représentant la légende de Geneviève de Brabant poursuivie par Gollot. Et vous avez dit à ce sujet que l'image couvrait un vide, couvrait une absence. Oui, bien sûr, il y a là aussi une absence que Proust essaie de combler par ce rêve, par ce monde qu'il se représente. Et peut-être aussi cette image doit-elle réaliser, combler ce vide d'une part bien sûr, mais aussi réaliser un acte que lui-même ne peut pas réaliser, donc être le substitut d'un acte. L'image, véritablement, là aussi, rejoint ce que vous avez dit dans son rôle de combler un vide. Mais je voudrais surtout m'attacher à cette idée qu'elle n'est pas seulement représentation d'une réalité, mais très souvent aussi présentation d'une réalité. Yves Bonnefoy ? Il me semble que c'est ce que Jean Starobinski et moi-même avons dit. À aucun moment, je crois, nous n'avons voulu indiquer que l'image était représentation. Bien au contraire, pour ma part, j'ai attiré l'attention sur le fait que Platon condamnait l'illusionnisme ou le trompe-l'œil et demandait à l'artiste de dépasser le niveau de la reproduction pour tendre à une harmonie, à un ordre d'ensemble qui est le vrai contenu de l'œuvre. Dans ces conditions, l'œuvre n'est pas représentation d'un objet du monde, mais présentation d'un ordre dépassant chacun de ces objets-là. Et c'est au niveau de la présentation qu'il y a absence. Absence, si on peut dire, de l'actualité possible de cet ordre dans notre existence vécue. Voilà comment je réponds personnellement. Mais... Oui, cette question est une excellente question. Je crois que c'est l'acte même de la fiction qui consiste à créer, donc à présenter sans représenter.
Et qu'est-ce qu'il appelle? Évidemment un vide, peut-être un vide qui est celui même du désir, n'est-ce pas? Un livre récent, traduit de l'anglais, de Marion Milner, insiste sur la nécessité de ce vide intérieur par quoi l'être devient créateur, parce qu'il appelle de nouvelles formes. La maladie étant au contraire l'emprise que l'être subit de ce qu'il considère comme un vouloir étranger, une présence étrangère. Notre liberté, c'est essentiellement ce vide actif, désirant, qui est avide d'un surcroît de sens ou d'un surcroît de présence face à nous. Et ce n'est évidemment pas avec de l'imitation que ce vide peut être satisfait, mais par du surgissement aussi, par une improvisation qui suit son cours à partir des pouvoirs qui sont les nôtres, de percevoir, d'enchaîner, de lier, de recomposer ce que nous avons pu antérieurement percevoir de façon ou recevoir de façon discontinue. Et on n'en finit pas de poursuivre cette sorte de quête tant que la conscience est à vif, tant que la conscience a en elle cet appel et ce vide simultané. René Girard commence un de ses livres par une phrase qui définit d'emblée la direction et le lieu de l'image. Le désir n'est pas de ce monde. Ce qui signifie bien qu'on parle de présentation et non pas de représentation. Oui, c'est cela. Et cette fiction se fait déjà création. Et avec le mot fiction, on le signale au passage, on rejoint les étymons que vous avez évoqués tout à l'heure, ceux de figure et de fingere latin. Il y aurait une autre, oui. Oui, je voudrais revenir sur une notion qui a été, il me semble-t-il, à peine effleurée. C'est la notion d'amour dans l'art. On a pris 3 exemples, celle de l'enfant amoureux de cartes et d'estampes, celle des enfants en deuil, auquel il manque quelque chose, et l'exemple d'Andromaque, recréant une image. C'est-à-dire que, à travers les images créées ou désirées, il me semble que c'est une sorte d'harmonie que l'on recherche, l'harmonie grecque dont on a parlé. On recherche cette harmonie, et il n'est pas d'harmonie sans amour. Et donc, je pense que au niveau même de la création, de la recréation ou même de la procréation d'images, il est une notion importante qui est à la fois celle d'amour donné et d'amour reçu. Un échange d'amour au niveau du créateur et du récepteur. Et je pense que le plus important, finalement, au départ et à l'arrivée, c'est le choc affectif que produit l'image ou que quelqu'un produit par l'image. Il me semble que cette notion d'amour au sens le plus large et le plus total du terme a été, je ne dirais pas absent, mais mise un peu à l'écart. C'est que c'est une grande question, étant donné d'abord qu'il faudrait mettre quelques grandes distinctions en œuvre. Parler d'amour en relation avec l'œuvre d'art impliquerait peut-être qu'on fasse tout de suite la distinction entre l'éros et l'agapé, entre l'amour comme on l'entend dans le banquet et l'amour comme on l'entend dans les évangiles. Par exemple, dans l'art grec, on peut suivre un mouvement de remontée spirituelle en direction du beau en soi, qui peut être défini d'un certain point de vue comme un acte d'amour. Mais cet amour-là serait récusé par le Christ comme une forme supérieure et subtile d'égocentrisme. L'amour chrétien étant un mouvement hors de soi et nullement cette sorte d'affinement d'un rapport à soi-même. Alors, du point de vue d'un amour projectif, d'une agapé, d'une caritas, eh bien, alors là, tout à l'heure, l'exemple de Baudelaire était évidemment frappant. Il récusait l'art, du coup, considéré comme l'élaboration d'une beauté toujours narcissique, et il demandait un rapport à autrui
destructif de toute image, si nue, si intérieure, que c'est la réalité sensible elle-même qui s'efface comme un vain décor. Oui, c'est si vrai que dans le Cygne, après l'image d'Andromaque, qui est une image littéraire et classique, vient l'image de la négresse, vient l'image de... Je pense à la négresse amaigrie et phthisique. Oui. Ça, c'est le cœur du poème. Sur le fond de Paris, n'est-ce pas? Oui, mais l'idée de la beauté en soi que l'on recherche n'est pas forcément nécessaire dans l'image. Une image peut très bien provoquer un choc affectif tout en étant laide. Soutine, par exemple, cherchant ou Rembrandt, avec sa pièce de viande, ou Goya, dans certaines de ses gravures, cherchant à éveiller, en somme, la compassion par la présentation brutale du monde comme nous le vivons. Mais simplement, ça c'est une œuvre de l'art, mais ce n'est pas l'image. Peut-être au sens où nous l'entendions tout à l'heure, et je vous consens qu'on peut certainement introduire dans le tableau des possibilités artistiques cette reproduction alors du malheur humain ou de la précarité humaine comme incitation à un acte de compassion, de rencontre et d'amour. C'est un des autres pôles de la création artistique. D'autre part, une certaine beauté appelant l'amour dans l'image peut être le prétexte d'une idolâtrie. C'est l'étymologie même du mot idolâtrie, n'est-ce pas, que Proust à son tour dénoncera. Si Swann aime Odette parce qu'elle ressemble à un Botticelli, c'est le cas même de l'idolâtrie, n'est-ce pas? L'image intervient d'une façon insidieuse pour fausser le rapport réel entre créatures humaines. Et quand Baudelaire, dans Le Cygne, refuse le niveau de l'image pour rejoindre le cygne comme individu dans la misère de l'individualité, il accomplit très exactement un acte d'iconoclaste, exactement comme certains théologiens byzantins qui refusaient l'existence des images comme une sorte de perversion de l'amour que l'on doit donner à Dieu ou à autrui comme image de Dieu. Qu'il y aurait une troisième intervention. Monsieur Bonnefoy, vous avez fait maintes fois allusion à l'art de la Renaissance, le présentant comme justement comme un langage qui pouvait atteindre à une certaine universalité, en tout cas de l'expression. Ma question porte maintenant sur l'art abstrait. Qu'en est-il de ces représentations qui n'en sont plus justement, ces sortes de formes, de taches, de traits? À quoi est-ce qu'elles correspondent en nous? Est-ce qu'il n'y a pas là une impossibilité d'universalisation, c'est-à-dire un pas très, très engagé de l'individu qui s'exprime, non pas au nom d'une collectivité, mais en fonction simplement de son propre système de représentation, c'est-à-dire de son univers mental éminemment personnalisé? Oui, je crois qu'il est très dangereux de proposer des explications d'ensemble en matière d'expérience artistique, et je me sens bien incapable de proposer pour ma part une analyse de l'art abstrait. On peut simplement y entrevoir certaines dimensions, et il est bien évident qu'on peut y voir en particulier les traces d'activité qui existaient dans la peinture, disons, avant que l'art abstrait comme tel ne se manifeste. Jean Starobinski vient de dire que c'était le passage à la limite de la manière. Et c'est parfaitement juste. Une manière tout d'un coup délivrée du prétexte qu'elle était encore avant obligée de prendre dans le monde réel, le geste pur de l'artiste tout à fait libre de n'être plus que lui-même. D'un autre point de vue, on peut dire aussi qu'il y a dans l'art abstrait, disons dans l'ensemble des œuvres abstraites qui existent, des traces de l'image, au sens que je proposais moi-même, c'est-à-dire de recomposition d'un ordre à l'aide des matériaux de l'apparence. Car s'il s'agit précisément de faire apparaître un principe d'unité et d'harmonie parmi les éléments du monde sensible, eh bien, que fait d'autre Mondrian? Il ne fait que revivre sur la toile cette musique qui est le fond, en somme, de l'effort
spécifique de l'image. Et on peut dire que les Mondrian disons de 1913, ceux d'avant la guerre de 14, qui sont des compositions extrêmement musicales, de forme et de couleur, encore suffisamment sensibles pour qu'on puisse les considérer comme des passages à la limite de l'expérience du monde extérieur, sont la forme ultime de l'image, l'essence musicale de l'image, donnant l'idée d'un sacré, mais renonçant à dissimuler cette absence que Jean Starobinski disait tout à l'heure, qui est au cœur de l'image. Mais bien entendu, cela ne rend pas compte de bien des aspects de l'art abstrait non plus. Oui, alors justement, pour essayer de rendre compte des limites de cet art abstrait, est-ce que ça n'est pas à ce moment-là que l'intervention de la parole se fait nécessaire, c'est-à-dire une recomposition de l'univers présenté au regard par la parole, une recomposition en image? C'est là qu'intervient tout discours critique ou tout discours Parlez-vous d'une description de l'œuvre abstraite par une parole qui ne peut que rendre en somme cette peinture concrète, c'est-à-dire figurative? À la limite, oui. C'est notre tâche de parleur de défaire l'abstraction et de recommencer de la figuration. L'image étant vécue comme besoin nécessaire. Oui. Il est certain que, pour ma part, je l'avoue, je projette des images dans bien des peintures abstraites que je vois. Il est de fait aussi que une description de l'image par la parole, c'est quelque chose qui s'est déjà institué dans l'Antiquité grecque avec ce recueil de Philostrate, un rhéteur tardif, mais qui avait beaucoup de talent. Le recueil s'appelle Eikones, c'est-à-dire les images, et c'est la description de tableaux, certains qui ont existé, d'autres perdus, et qui transcrivent dans le langage, en grec, n'est-ce pas, la mise en scène de certains tableaux, en décrivant même certains effets d'illusion admirablement produits par le peintre. Et ceci est un peu à la source ce n'est pas la seule source, de toute une poésie qu'un peu pédantesquement on appelle l'ekphrasis, tout simplement la description d'objets d'art, description de tapisseries, description de pièces ciselées. Il y a tant de poèmes de Chénier, par exemple, qui décrivent une coupe avec le rapt d'Europe. Il y a dans Agrippa d'Aubigné ces étranges tentures qui décrivent la fin des temps. La prophétie s'inscrit sur des œuvres d'art fictives. Donc le poète est très souvent celui qui, à partir d'une œuvre d'art réelle ou fictive, construit son tissu de parole. Je crois moi aussi que toute image signifie son être d'image en un point de ses éléments représentatifs. Et on pourrait faire une sorte d'analyse des images ayant pour question, parmi d'autres, la recherche de ce reflet de l'essence de l'image dans l'image. Parfois c'est le miroir dans le tableau.